Bonjour chère communauté Blackford, bienvenue dans une nouvelle édition de Blackford Behind the Scenes. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, je m'appelle Mario Urschitz, je suis le CIO de Blackford et dans ce format, nous discutons des développements récents chez Blackford. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et sur quoi travaillons-nous actuellement? Quelles sont les prochaines étapes dans notre écosystème? C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui aussi. À l'occasion du 1er juillet, je voudrais aborder un sujet supplémentaire avec vous. Cela signifie que nous avons 3 sujets aujourd'hui. Je voudrais d'abord parler avec vous du sujet Mika. C'est sur toutes les lèvres en ce moment et on remarque aussi dans la communauté que les esprits commencent à s'échauffer un peu à ce sujet. J'aimerais apporter un peu de clarté à ce sujet aujourd'hui et bien sûr, vous dire ce que nous avons fait ces dernières semaines et ce qui est sur le point d'arriver. Pour cela, j'ai préparé quelques diapositives. Alors, commençons tout de suite avec le sujet MiCA 2026, le cadre réglementaire fondamental pour la crypto. Comme je viens de le dire, je l'ai déjà évoqué à l'instant, les gens sont vraiment très inquiets quand il s'agit du sujet MiCA. C'est pourquoi nous allons simplement continuer à en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que MiCA exactement? Quelles sont ces nouvelles réglementations? De quoi s'agit-il exactement avec ce règlement européen? Comment tout cela va-t-il nous concerner concrètement? Quel est le lien avec Blackford? Je voudrais passer rapidement en revue tous ces points avec vous maintenant. Alors, que signifie exactement MiCA? C'est déjà écrit ici. Le terme MiCA signifie Market in Crypto Assets, c'est-à-dire qu'il s'agit en quelque sorte de la toute première loi transnationale, dans ce cas pour l'UE, visant à réguler les cryptoactifs, mais aussi les émetteurs, donc les entreprises qui émettent des crypto-monnaies ou similaires, ainsi que les prestataires de services liés aux cryptos, comme par exemple les plateformes d'échange et autres. Donc tout ce qui ne relève pas de la législation classique sur les valeurs mobilières, comme par exemple les Asset Reference Tokens ou les e-money tokens, tels que les stablecoins, sont également couverts par cette loi. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, donc le 1er juillet est la date clé. Et il y a pas mal de choses à clarifier à ce sujet. Car pour la plupart des spectateurs d'aujourd'hui, en particulier ceux d'Autriche et d'Allemagne, ce règlement est déjà entré en vigueur depuis plus de 6 mois, le 30 décembre 2025 pour l'Autriche et le 31 décembre 2025 pour l'Allemagne. Il y a eu une période de transition pour toutes les autres nations européennes. Nous allons également en discuter tout de suite. Mais le fait est que, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui opère dans l'UE, qui est un prestataire de services crypto, un dépositaire de crypto, toutes ces activités, y compris les stablecoins, comme l'USDT par exemple, sont tenues de se conformer au règlement MiCA et de posséder une licence MiCA. Quelles sont maintenant les règles? J'en ai déjà parlé lors d'appels précédents, notamment quand nous avons abordé le sujet du Black Friday. En effet, désormais, chaque dépositaire, courtier et chaque plateforme d'échange est soumis à une obligation de licence, appelée licence HASP, pour les prestataires de services sur actifs numériques. Cela signifie qu'il faut avoir une présence dans l'UE et une autorisation explicite des autorités nationales de régulation. L'obligation de couverture. L'obligation de couverture à 1 pour 1, c'est le prochain sujet qui va devenir intéressant pour les stablecoins. Et comme la plupart d'entre vous le savent, l'USDT est à l'échelle mondiale de loin le plus grand stablecoin. Et il affiche aussi sur les différentes plateformes de loin le volume d'échange le plus élevé. Mais l'USDT n'est pas encore conforme à MiCA. C'est vraiment très important à savoir. D'autres stablecoins, comme par exemple l'USDC ou encore le nouvel euro, donc le EURC de Circle, le stablecoin euro, ceux-là sont régulés par MiCA. C'est pour que vous compreniez un peu les différences. Pourquoi l'USDT n'est-il pas encore régulé par MiCA? C'est pour que vous compreniez un peu les différences. En fait, il s'agit de s'assurer que toutes les réserves soient détenues auprès des banques centrales ou bien dans des actifs hautement liquides, c'est-à-dire dans des titres que l'on peut toujours liquider rapidement. Ce n'est pas encore le cas pour l'USDT, et c'est pourquoi cette réglementation ne s'applique pas encore. Un autre point vraiment très très important, c'est la responsabilité en cas de piratage pour ces différents prestataires de services crypto. Cela signifie que si jamais une attaque de piratage devait viser une plateforme d'échange opérant dans l'UE, une cyberattaque ou autre, alors cette plateforme doit assumer la responsabilité de ses défaillances et, le cas échéant, indemniser les clients si quelque chose devait arriver. C'est ce que nous allons voir tout de suite ici. Maintenant, j'aimerais parler un peu du fait que ce règlement MECA divise aussi quelque peu la communauté crypto. Il y a à la fois les partisans et les opposants. Je ne me positionne pas ici. Et pour juger si tout cela est bon ou mauvais, chacun doit en décider pour soi-même. Il y a bien sûr certains avantages, mais aussi quelques inconvénients.
Autrement dit, si l'on regarde maintenant le camp des partisans, beaucoup disent que c'est enfin la fin du Far West dans le secteur des crypto-monnaies. Cela veut dire que des choses comme, par exemple, il y a quelques années, on s'en souvient peut-être encore, lorsque la plateforme FTX s'est effondrée et que beaucoup de gens ont perdu leurs dépôts, donc toutes les personnes qui étaient chez FTX à l'époque ont perdu leur argent, de telles choses ne pourront plus arriver à l'avenir grâce à Mika, car les entreprises ou bien les plateformes d'échange sont désormais tenues et obligées de séparer les fonds de l'entreprise de ceux des clients. Et comme je l'ai dit, un euroboom, donc le renforcement des stablecoins européens, est également un peu encouragé ici. Cela signifie que je pense qu'à l'avenir, nous verrons de plus en plus non seulement des stablecoins en dollars, mais aussi des stablecoins en euros régulés. Alors maintenant, regardons un peu le camp des opposants. Beaucoup disent que c'est un coup fatal pour la vie privée, car avec Mika, il y a aussi une règle de voyage, ce qu'on appelle la travel rule, ce qui signifie en gros que toutes les transactions en crypto-monnaie en dollars doivent être entièrement traçables. Donc, d'où vient l'argent maintenant, quelle est son origine et vers quelle adresse de portefeuille tout cela est-il envoyé? Cela signifie que le caractère semi-anonyme ou pseudonyme des crypto-monnaies est rendu plus difficile par ces interfaces avec les plateformes d'échange, les dépositaires, les prestataires de services. Tout devient un peu plus compliqué et nettement plus réglementé. Du fait que cette régulation arrive maintenant, cela devient aussi très difficile pour les nouvelles petites startups. Je dois d'ailleurs préciser que Blackford, de son côté, a déjà franchi ce cap. Nous avons désormais atteint une taille qui fait que certaines choses ne sont plus aussi difficiles pour nous. Nous ne sommes pas directement concernés par les règlements MiCA. J'y reviendrai dans un instant pour expliquer dans quel cas c'est le cas. Mais comme j'ai dit, pour les petites entreprises qui viennent tout juste de démarrer, cette surréglementation, tous ces audits désormais nécessaires, tout cela peut vraiment compliquer les choses. Et puis, il y a bien sûr la question de la centralisation. Certains disent que la crypto, qui est pourtant si innovante, est en réalité à nouveau enfermée dans le carcan de l'ancien système bancaire lent. Voilà, donc pour les deux camps. Mais maintenant, regardons un peu les différents pays qui agit et à quoi ressemble la situation de Maïka dans les différents États membres de l'UE. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, car ces derniers jours en particulier, on a souvent entendu aussi dans les différentes communautés que oui, à partir du 1er juillet, Mika s'applique désormais et qu'est-ce qui va arriver à nos stablecoins et ainsi de suite. En général, que va-t-il se passer sur les plateformes d'échange crypto? Est-ce que je ne pourrai plus accéder à mes fonds, etc. Donc là, je peux vous rassurer, hein, pour l'instant, tout va rester très calme, il ne va rien se passer. Donc, comme je l'ai dit, l'Allemagne, on le voit ici avec la BaFin comme autorité de surveillance, est en termes de stratégie et d'attitude un pays très très restrictif, très bureaucratique, avec un accent sur le contrôle maximal, comme on en a l'habitude en Allemagne. Et ici, cette période de transition est déjà terminée. Elle s'est achevée le 31 décembre 2025. Cela signifie que pour tous les clients en Allemagne qui interagissent avec des prestataires de services crypto dans l'UE, ces règles s'appliquent. Donc non seulement pour les clients, mais bien sûr aussi pour les plateformes qui proposent ces services. C'est la même chose en Autriche. L'Autriche est aussi un pays très strict sur toute cette question, exigeant une conformité irréprochable, surtout lorsqu'il s'agit de prouver des transactions. Là-dessus, l'Autriche est vraiment très rigoureuse. Mais ici aussi, la période de transition ISO a déjà expiré en décembre 2025. C'est vraiment très important. La France est un peu différente à ce niveau-là. La France souhaite devenir à l'avenir, tout comme l'innovation, le hub de la crypto en Europe. Ces derniers mois, alors que la période de transition était encore en vigueur, elle a vraiment, comment dire, vraiment beaucoup attiré des entreprises comme Binance, Circle, tous ces grands géants qui s'installent à Paris, ce qui a beaucoup bougé ces derniers mois. Et ici, comme je l'ai déjà dit, cette période de transition prend fin aujourd'hui. En Espagne, c'est la même chose qu'en Autriche et en Allemagne. L'autorité de surveillance en Espagne est la CNMV. Ici, en Espagne, une interdiction de publicité très très stricte est désormais imposée aux différents prestataires de services crypto. Ils ont donc des règles extrêmement strictes en ce qui concerne la publicité, mais ici aussi, l'Espagne a déjà raccourci ce délai jusqu'à la fin de 2000. Passons maintenant à l'Italie. L'Italie est également un pays très très intéressant. Là-bas, on adopte une attitude attentiste. Les autorités de surveillance en Italie sont la Consob, ou plutôt. Et ici, les Italiens sont vraiment très enclins à sanctionner sévèrement les acteurs du marché non autorisés. Il existe des amendes très élevées dans ce domaine. Et chez les Italiens aussi, l'accent est mis très fortement sur l'identification et la fiscalisation des revenus issus des crypto-monnaies.
Donc les Italiens sont aussi très stricts ici, mais en ce qui concerne tout le sujet MiCA, ils sont un peu passifs et attentistes. La Slovénie, en revanche, est à nouveau à classer tout à fait différemment. L'autorité de surveillance est l'ATVB. La Slovénie est depuis très longtemps considérée comme très ouverte à la blockchain et aux crypto-monnaies. Elle possède une communauté crypto très forte. Rapporté au nombre d'habitants, on y trouve un pourcentage très élevé de personnes attirées par les cryptos. Ici aussi, la Slovénie doit s'adapter au délai, mais elle s'aligne sur le minimum requis par l'UE. Cela signifie que si l'on regarde tout cela, chaque État a tout de même sa propre orientation, sa propre stratégie. Et il faudra voir ce qui se passera dans les semaines et mois à venir. Alors, parlons aussi de la Hongrie, car nous avons toujours beaucoup de spectateurs hongrois avec nous. La Hongrie est en général un pays très, très conservateur en ce qui concerne les crypto-monnaies. La Banque centrale en Hongrie met en garde contre les crypto-monnaies depuis des années, comme elle l'a toujours fait. Mais pourquoi donc? Et la Hongrie a été l'un des premiers pays à s'imposer parmi les délais les plus courts. Cela signifie que la période de transition pour les locataires était déjà fixée à la mi-2025. Donc, vous voyez déjà que là où beaucoup commencent à se demander ce qui va se passer, dans la plupart des cas, cela a déjà été mis en œuvre en théorie. En pratique, les choses sont un peu différentes, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, j'ai déjà brièvement évoqué le sujet, la lutte culturelle entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, avec la BaFin, a tout simplement ignoré ce délai européen avec assurance et l'a raccourci. Donc, en théorie, toute personne qui n'avait pas de licence au 1er janvier 2026 recevait immédiatement un avertissement. En pratique, c'est un peu différent, car tout cela est bien plus imbriqué et complexe qu'on ne le pense. Eh oui, cela protège certes les clients, mais en Allemagne en particulier, cela a aussi conduit de nombreux nouveaux startups et fintech à quitter le pays. Certains s'installant même en France. Comme je l'ai dit, la France a pleinement utilisé ce délai jusqu'à aujourd'hui, le 1er, 7 juillet. Il y a eu ces procédures fast-track qui ont permis d'attirer à Paris des géants internationaux, de grandes entreprises comme Binance ou Circle, déjà mentionnés. Et comme je l'ai dit, la France se positionne clairement comme la plaque tournante de la crypto en Europe. Ce sera vraiment très intéressant de voir ce qui va se passer ici dans les prochains mois et années. Passons au sujet suivant. Point de critique, la fin de la décentralisation. Donc, beaucoup d'enthousiastes de la crypto. Ici, on parle de l'Espagne, de l'Italie, de l'Autriche et bien sûr de l'Allemagne. Les passionnés de crypto considèrent Mika quasiment comme une attaque contre les valeurs fondamentales du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général. Il est important de préciser que les protocoles décentralisés, donc les protocoles DeFi, sont pour l'instant exclus de Mika. C'est vraiment, vraiment important. Donc, tout ce qui concerne la DeFi, Mika ne s'y applique pas pour l'instant. Et concernant la surveillance, avec la connexion de MiCA aux directives anti-blanchiment d'argent, le citoyen européen perd son droit à la vie privée financière sur Internet. C'est un sujet dont nous parlons déjà depuis des années. Ici, l'étau se resserre de plus en plus, surtout en Europe. Dans l'UE, il devient tout simplement de plus en plus difficile de se déplacer, disons, en dehors de cette structure, de ces réglementations. Ce n'est pas impossible. Il existe différentes possibilités. Mais comme je l'ai dit, de manière générale, toute l'entrée et la sortie dans et hors de la crypto, tout ce qui passe par des instances centrales, tout cela sera beaucoup, beaucoup plus contrôlé. Comme je l'ai dit, l'avantage, c'est que des choses comme une faillite ou un piratage d'une plateforme d'échange, où tout à coup les fonds des clients disparaissent, ce genre de situation, il y en aura bien sûr beaucoup, beaucoup moins à l'avenir. Mais comme j'ai dit, on est alors aussi en tant que client ou en tant qu'utilisateur de crypto-monnaie fortement limité. Je vais aussi lire ici une déclaration d'opposants. MiCA ne protège pas les investisseurs, mais les monopoles des banques. C'est la tentative de nationaliser un système libre. Je ne vois pas encore les choses d'une manière aussi radicale. Bien sûr, il y a énormément d'efforts et d'initiatives, mais de là à dire que nous soutenons vraiment les monopoles bancaires avec MiCA, je trouve que c'est encore un peu exagéré. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Un avenir partagé. Et cela nous amène directement au sujet. Qu'est-ce que tout cela signifie maintenant pour l'industrie en elle-même, pour le secteur de la crypto? Beaucoup de partisans disent que c'est la prochaine étape vers la maturité. Comme à l'époque, je dirais lorsque la grande bulle internet est arrivée, il y a déjà 25 ou 30 ans, il y avait énormément de fournisseurs sur le marché, puis il y a eu le grand crack, la régulation est arrivée
Et les fournisseurs qui ont réussi à s'imposer à l'époque font aujourd'hui partie des plus grands au monde. C'est aussi ce qui va se dessiner ici au cours des prochaines années. Ceux qui survivront, qui répondront à toutes les exigences, feront partie du marché financier établi. Et cette image de rebelle va un peu passer au second plan. Cela signifie qu'ici aussi, beaucoup d'argent institutionnel va affluer sur les marchés. Plus quelque chose est régulé, plus les investisseurs institutionnels injectent de l'argent sur le marché, ce qui sera sans aucun doute un avantage pour la croissance du secteur des crypto-monnaies en général. Qu'est-ce que cela signifie pour les États? Ici, nous assistons à un déplacement du pouvoir. La France et l'Allemagne se partagent les parts de marché. Les petits États doivent suivre. Comme je l'ai dit, nous venons d'en parler. Il sera vraiment très intéressant de voir comment ces deux pays vont agir à l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Pour vous, pour l'instant, pas grand-chose. Cela veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas à craindre pour vos actifs s'ils sont déposés sur différentes plateformes. Il faut aussi dire clairement que chaque plateforme, chaque prestataire de service traite le sujet MiCA de manière indépendante. Cela veut dire qu'on ne peut pas encore dire ce que chaque plateforme fera dans les prochains jours, semaines ou mois. Il va falloir attendre un peu et observer. Mais comme je l'ai dit, ce qui peut arriver, c'est que certains paires de trading en USD disparaissent sur certaines plateformes, qu'il ne soit plus possible de déposer des USD, mais seulement d'en retirer. Toutes ces choses, il faut qu'on les surveille un peu, comme je l'ai dit, mais ce n'est rien de dramatique. Alors, continuons. Qu'est-ce que tout cela signifie maintenant pour Blackford? Pour cela, il faut qu'on examine un peu l'ensemble de l'écosystème. Passons en revue les différents points et voyons où la réglementation MiCA s'applique. Commençons par le portefeuille Blackford, qui est ce qu'on appelle un portefeuille côté client, c'est-à-dire que l'on est propriétaire de ses propres clés privées. Dans ce cas, la réglementation MiCA ne s'applique évidemment pas. D'ailleurs, le sujet des stablecoins, j'ai peut-être un peu oublié de le mentionner plus tôt. Il est vrai que le commerce de stablecoins comme l'USDT va désormais être restreint, mais il n'est pas interdit d'en posséder. Cela signifie qu'on a toujours le droit de détenir des stablecoins, on peut en envoyer, on peut les conserver dans des portefeuilles côté client et on peut les utiliser dans des protocoles DeFi. Cela n'est donc pas interdit en soi. Ce qui s'applique maintenant dans le portefeuille Blackford, ce sont les prestataires de services auprès desquels on peut acheter des crypto-monnaies ou bien les échanger. Dans ce cas précis, il s'agit de Transact Exchange. Là aussi, nous verrons comment ces entreprises vont gérer la situation. Nous le découvrirons dans les prochains jours et semaines. Il faut comprendre que dans ce domaine, il n'y a pas de communication active vers l'extérieur. Ce sont les plateformes d'échange et les prestataires qui gèrent tout cela en interne. Et on voit ensuite ce qui se passe, car certains attendent par exemple encore une autorisation. D'autres créent maintenant de nouvelles entreprises et vont, par étapes, transférer des clients. Cela signifie que les clients internationaux restent sur une plateforme, tandis que les clients européens seront redirigés vers un autre site web. Là, il faut simplement attendre un peu pour voir ce qui va se passer. Ensuite, concernant le sujet NightFi, il s'agit d'une plateforme DeFi qui n'est pas exploitée directement par Blackford, c'est un projet indépendant, mais sur NightFi, il est également possible, par exemple, de transférer des USDT vers BXUSD et aussi de BXUSD vers USDT ou USDC et de staker ces tokens. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une plateforme DeFi, donc Nika ne s'applique pas ici. Cela signifie que si vous faites du staking sur NightFi, cela n'est tout simplement pas concerné pour l'instant. Vous n'avez pas à vous inquiéter ici. Là où Mika s'appliquera chez Blackford, c'est très clairement Blackford Bay. Mais nous avons déjà abordé ce sujet par le passé. Cela signifie par exemple que pour Black Bay, pour le lancement, nous avons besoin d'une licence dite CASP, donc une licence CASP, que nous avons bien entendu. Et toutes ces choses liées à cette régulation MiCA, nous savons depuis des années déjà ce qui va arriver, précisément. Et nous avons aussi travaillé spécifiquement dans ce sens. Cela veut dire que MiCA ne sera pas un obstacle pour le lancement de Blackford Bay. C'est aussi très très important que vous compreniez cela, car comme je l'ai dit, il peut se passer certaines choses. Nous devons maintenant observer un peu dans les prochaines semaines si toutes les plateformes d'échange où le BXN est actuellement listé, ce qu'elles vont faire avec la paire de trading USD pour les utilisateurs européens. Il se peut que cela disparaisse chez certaines, peut-être pas encore dans d'autres pays. Il faut donc encore patienter un peu. L'étape suivante serait alors, par exemple, que pour certains clients allemands, autrichiens, italiens ou plus généralement européens, le trading du BXN soit restreint. Nous cherchons bien sûr aussi de nouvelles solutions, comme par exemple l'introduction de la paire de trading MNM USDC.
C'est pas encore décidé, mais c'est une possibilité. Et bien sûr, plus tard, lorsque nous lancerons BlackPay, il y aura aussi des possibilités propres pour effectuer des échanges. Et dans un avenir proche, nous espérons également avoir bientôt chez Blackford notre propre DEX, c'est-à-dire une bourse décentralisée où le trading pourra alors reprendre sans aucune restriction. Donc à ce sujet, ne vous inquiétez pas pour le moment. Nous allons maintenant voir et s'il y a des nouveautés à ce sujet, nous vous tiendrons bien sûr toujours informés. Bon, nous avons maintenant parlé très très longtemps du sujet Mythia. Je voulais en fait pas en parler aussi longtemps, mais c'est peut-être bien d'avoir abordé le sujet une bonne fois. Passons maintenant au point suivant. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Blackford ces dernières semaines? Il y a eu une mise à jour un peu plus importante de la Blackford Wallet et en plus de quelques mises à jour de sécurité et autres, il y a eu une première adaptation visuelle à l'application Blackford Pay. Je vous en ai déjà parlé que les applications que nous aurons, nous voulons aussi qu'elles soient reliées entre elles au niveau du design, qu'elles se ressemblent beaucoup. Et c'était là le premier pas dans la mise à jour de notre wallet. Je vais vous montrer ça tout de suite sur la prochaine diapositive, quand on va regarder ça. À gauche, nous avons le nouveau Blackford Wallet et à droite, par exemple, l'une des pages qui montre à quoi ressemblera Blackford Pay. On peut déjà reconnaître quelques similitudes. Ce n'est pas encore définitif, il y aura toujours quelques modifications et ajustements, mais voilà à quoi ressemble par exemple Blackford Pay pour l'instant. Ici, par exemple, où j'ai mon portefeuille crypto, tout est très similaire. Et en ce qui concerne l'utilisation, ce sera, comme je l'ai dit, intuitif. Cela veut dire que quelqu'un qui savait utiliser la Black4 Wallet n'aura aucun problème avec l'application BlackPay, et inversement. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu ici une super mise à jour, et dans les prochaines semaines, il y aura encore pas mal d'améliorations, comme par exemple le sujet de l'extension Blackford Wallet. Je vais en parler tout de suite, car on l'attend tous déjà, et je vais vous montrer quelque chose à ce sujet dans un instant. Nightfy, ici aussi c'est important, il y a une mise à jour avec l'introduction d'un nouvel actif BX, à savoir le BX BTC, donc le Bitcoin sur la blockchain Blackford, a été lancé. Et il y a aussi un nouveau stacking. Pour cela, on va simplement sortir d'ici et aller jeter un œil au site. Nous voilà maintenant sur le site de NightFi et je vais connecter mon wallet pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez déjà voir que j'ai ici la première version, ou plutôt la version de l'extension Blackford Wallet est installée ici sur mon ordinateur. Et avant qu'on passe à NightFi, comme je l'ai dit, l'extension Blackford Wallet était prévue pour la fin du trimestre. On n'a pas tout à fait réussi à tenir ce délai, mais je dois dire aussi que l'extension est quasiment terminée. Cette semaine encore, nous avons testé la version, donc celle que j'ai ici, et corrigé les derniers petits détails. La version sera prête dans les prochains jours. Nous vous tiendrons alors informés et elle devrait être disponible au téléchargement au plus tard d'ici la fin de la semaine prochaine. Ça veut dire que nous n'avons pas tout à fait respecté le trimestre, mais nous avons juste une semaine de retard et comme je l'ai dit, c'est terminé et ce sera disponible pour vous la semaine prochaine. Mais regardons maintenant rapidement les nouvelles possibilités qui sont désormais offertes. Donc, Bitcoin, j'ai la possibilité de transférer du Bitcoin sur la blockchain Blackford. Et une fois que c'est fait, j'ai la possibilité de mettre en stacking ce BXBTC que je reçois alors. Et ici aussi, comme pour tous les autres tokens, nous avons exactement la même possibilité. J'ai la possibilité de stacker du BTC et de recevoir uniquement du BXN comme récompense. Si par exemple je fais cela et que je place le tout pendant un mois, j'ai un APY, donc un rendement annuel de 5%. Pour un placement de 3 mois, ce serait déjà 7%, pour 6 mois, 9%, et pour un an, 10% en BXN, qui sont versés ici sur une base hebdomadaire. J'ai bien sûr aussi la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle des dual rewards. Ici, c'est comme ça. Je reçois une partie de mes récompenses directement en BXBTC, donc en Bitcoin, et en plus un bonus en BXN. Donc ici, pour un mois, j'ai un APY total de 4,5%. Pour 3 mois, c'est 5,75%. Pour 6 mois, c'est alors 7%. Et pour un an, on a 8,25% sur vos bitcoins. Je combine donc cela ainsi. Nous serons payés à hauteur de 2,25% en bitcoin et 6% en BXN. Donc c'est vraiment très très bien ce qui s'est passé ici.
Et ici, je peux tout de suite préciser, vous voyez encore la mention bêta ici, cela signifie que la version bêta disparaîtra au plus tard la semaine prochaine ou celle d'après, lorsque nous introduirons les prochains actifs. Cela signifie que la semaine prochaine, pas ce vendredi, mais le vendredi suivant, BXSOL, c'est-à-dire Solana sur la blockchain Blackford, ainsi que Tron sur la blockchain Blackford, seront ajoutés. Pour ces deux blockchains, les stablecoins correspondants, USDT et USDC, seront également ajoutés dans la prochaine étape. Ça veut dire qu'il s'est déjà passé pas mal de choses et qu'il va encore s'en passer. Quelles sont maintenant les prochaines étapes à venir? Nous travaillons déjà sur le tableau de bord des nœuds, qui avait également été annoncé pour MDQ. Nous sommes déjà bien avancés dans le développement, mais cela prendra encore un peu de temps. Cependant, ce sera certainement disponible ce mois-ci. Cela signifie qu'il y aura un nouveau tableau de bord pour les nœuds. Vous pourrez toujours utiliser l'ancien, mais il y aura simplement une nouvelle plateforme de staking pour vérifier vos nœuds, vos gains de staking, pour réclamer et pour déléguer. Tout cela sera ajouté ici. J'espère pouvoir déjà vous montrer les premières captures d'écran dans 1 à 2 semaines et que nous serons alors tout proche de la sortie. Nous sommes donc déjà en train de préparer le grand burning, le tout premier grand événement de burning qui aura lieu maintenant au cours du trimestre, où une grande partie des gains réclamés provenant des notes qui n'ont pas été vendues seront brûlés. Cela signifie qu'une grande partie des BXN en circulation, pas tout de suite au début, mais progressivement, jusqu'à 50% de l'offre totale sera brûlée, ce qui apportera bien sûr une certaine stabilité au marché. Voilà donc les dernières actualités. Comme je l'ai dit, si nous avons des nouvelles concernant Mika ou les plateformes d'échange sur lesquelles Blackford est listé dans les prochains jours, nous ne manquerons pas de vous en informer. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le format Ask Blackford, où je répondrai à vos questions sur l'écosystème Blackford. C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.